Bonsoir, à la une de ce 20h, ces mots du président de la République. La nation vous observe et sachez que tout manquement, toute défaillance et tout compromis avec la probité et la droiture sera désormais sanctionné. Des mots qui sonnent comme une mise en garde prononcée lors de l'ouverture des États généraux de la justice. Les détails dans un instant. Et elle a toujours respecté ses engagements et c'est autre de veiller au respect de leurs engagements. La RDC et le Rwanda étaient à la petite barrière pour le lancement du mécanisme ad hoc de vérification renforcée. On y reviendra dans ce journal. Et c'est une nouvelle page qui s'ouvre dans le domaine de la justice en RDC. Plus rien ne sera comme avant. Fini l'impunité. Acteurs de l'appareil judiciaire et judiciable, nul n'est au-dessus, moins encore au-dessus de la loi. Le chef de l'État a procédé au lancement des travaux des États généraux de la justice. C'était au centre financier de Kinshasa. Affaibli par une maladie qui l'a pendant longtemps rongé et que la médecine peine à guérir. Une maladie qui ne dit pas son nom, mais dont l'incubation avance et se développe sans une réelle présence d'un agent pathogène, mais qui présente cependant des symptômes inquiétants. C'est l'image de la justice congolaise qui exige un diagnostic méticuleux et une autopsie réelle de fond afin de relever les failles qui la gangrènent pour mieux la guérir. Voilà le but de la tenue des travaux des États généraux qui s'ouvrent ce jour, réunissant plus de 3500 participants venus de divers horizons. Ils vont réfléchir sur le thème « Pourquoi la justice congolaise est-elle malade ?» La justice congolaise malade, comme l'a sans cesse dénoncé le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, se dit fier d'organiser sous le haut patronage du magistrat suprême et tient mordicus au redressement et au changement de ce secteur qui est une question de volonté politique voulue par le chef de l'État. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat, de la justice en RDC. 7 Congolais sur 10 sont insatisfaits de la manière dont notre justice est distribuée et administrée. Pour le président de la République, ce forum est crucial. L'opportunité de scruter avec lucidité et honnêteté l'état de notre système judiciaire, d'identifier les défis qui entravent son bon fonctionnement et de tracer ensemble les voies de sa renaissance. Ma présence en ce lieu n'est pas un simple acte protocolaire destiné à être inscrit dans les lettres de noblesse du ministère de la Justice. Elle est plutôt le symbole de mon engagement ferme de restaurer la justice de notre pays afin d'être en adéquation avec les saintes écritures en Proverbe 14, verset 34, la justice fait la grandeur d'une nation. Aux magistrats et autres acteurs judiciaires, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo les exhorte à préserver et à travailler sans relâche pour l'efficacité et la crédibilité de notre système judiciaire. Très souvent, nos concitoyens se sentent trahis lorsque les principes fondamentaux de la justice sont bafoués par certains acteurs pour satisfaire leurs intérêts personnels et leur appétit du bien indu. La nation vous observe et sachez que tout manquement, toute défaillance, tout compromis avec la probité et la droiture sera désormais sanctionné. Le temps des avertissements est révolu. C'est avec une fermeté sans concession que seront prises les mesures nécessaires pour extirper des rangs de la justice ceux qui trahiraient leur mission et par ricochet leur serment. Je formule le vœu que ces assises ne soient pas un rassemblement de plus, mais plutôt avec un plus et qui se démarque par la qualité et le pragmatisme des recommandations qui en découleront, a conclu le chef de l'État.
Et bien avant, le président de la République a accordé une audience à l'envoyé spécial de l'Union africaine en charge de la prévention du génocide et des atrocités de masse, Adama Dieng. D'autres précisions dans ce reportage. Nommé le 6 avril 2024, premier envoyé spécial de l'Union africaine pour la prévention du génocide et des atrocités de masse en Afrique, le Sénégalais Adama Dieng a entamé sa première mission en République démocratique du Congo. Conscient de sa lourde responsabilité, Adama Dieng veut s'inspirer du leadership du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans l'attachement au respect des droits humains. Kinshasa est la porte d'entrée de ma première mission dans le cadre de ce mandat. Et il est heureux que je commence par le Congo, parce que le Congo est un pays immense qui a donné à l'Afrique un fils éminent dont je tiens à saluer ici la mémoire. Je vais parler de Étienne Tshisekedi, père de l'actuel président de la République démocratique du Congo. Et sa lutte constante pour la démocratie et la justice sociale a inspiré des générations entières. Et aujourd'hui, je me félicite de constater que son fils suit justement les traces du père pour assurer à son peuple justement l'accès aux droits économiques, sociaux et culturels. Et cela est important parce qu'il n'y a pas de justice sans justice sociale. En ce mois de novembre, la RDC va présider le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine après son élection au Conseil des droits de l'homme. J'ai tenu naturellement à féliciter le président Tshisekedi pour l'élection de la RDC au Conseil des droits de l'homme. Et au cours des 3 années à venir, j'ai la conviction qu'il ne ménagera aucun effort pour que la RDC se positionne comme une championne de la protection des populations civiles en danger. Et c'est une lourde responsabilité, surtout à un moment où nous sommes témoins d'atrocités criminelles qui se commettent au Soudan. Ce qui se passe à l'est du Congo. Adama Dieng promet d'accompagner le gouvernement congolais à développer des politiques de prévention du génocide et des atrocités de masse durant son mandat et promouvoir la cohabitation pacifique entre les populations des pays voisins africains. Et leur maison s'est trouvée dans les environs de l'aéroport de Bipemba, dans la ville de Mbujimaï, et ont été simplement démolis. Sans logis, ces anonymes lancent un cri d'alarme porté auprès du chef de l'État par l'abbé Kaniki, qui en a fait part aux premiers citoyens de la République. Fanny Kikoufi, fils Matondo pour les détails. C'était le 29 octobre dernier. Ce drame aurait pu être évité. Pour les besoins du chantier de modernisation de l'aéroport de Bipemba en Mbujimaï, 800 maisons ont été détruites et leurs propriétaires expulsés de manière violente hors de la concession de la RVA. La fin, même légale, ne peut pas justifier les moyens employés. Voilà pourquoi ce mardi 5 novembre au soir, l'abbé Théo Kaniki est venu plaider la cause des victimes auprès du chef de l'État. Il y a un projet noble qui est celui de la modernisation de cet aéroport pour qu'il revête sa belle robe et qu'il soit modernisé comme un aéroport international. Un bon projet, mais il y a eu des dérapages. Ce qui n'a pas plu à ces habitants qui aujourd'hui sont exposés aux différentes intempéries. Et comme pasteur, j'ai pris la décision de venir rencontrer personnellement le chef de l'État. J'ai transmis au président de la République les desiderata de cette population et 3 solutions ont été trouvées. À court terme,
à moyen terme et à long terme. Le gouvernement va dépêcher la ministre des Affaires sociales dans le prochain jour sur place à Mbuji-Mayi pour rencontrer la population et leur apporter le réconfort de l'État congolais. En même temps, il y aura aussi une commission qui sera constituée qui doit travailler en accord avec les victimes de démolition de maisons. Et le président a promis qu'on va indemniser tous les habitants des avenues Zaïre et Dodon. La voix des sans-voix de Mbuji-Mayi retourne dans son fief avec une note visiblement satisfaisante à l'issue des échanges avec le premier citoyen congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Direction le Sénat, une coopération parlementaire renforcée entre Kinshasa et Caracas. Le sujet est au cœur des échanges entre le président de la Chambre basse du Venezuela, Jorge Rodriguez, et le premier vice-président du Sénat de la RDC, José Kalalawa Kalala. Reportage Anita Luambo. La coopération parlementaire entre la RDC et le Venezuela, un des sujets au centre des échanges entre le premier vice-président du Sénat, José Kalalawa Kalala, et Jorge Martinez, président de l'Assemblée nationale du Venezuela. Lors de la réunion bilatérale, les deux personnalités ont réaffirmé leur engagement de réchauffer les liens diplomatiques parlementaires entre les deux pays. L'occasion était aussi pour le premier vice-président du Sénat de rappeler l'importance du thème débattu au Forum mondial parlementaire à Caracas sur la lutte contre le fascisme, le néofascisme et ses expressions similaires. Considéré comme crime contre l'humanité, ce nouvel ordre mondial continue, selon José Kalala, d'endeuiller des milliers de personnes à travers le monde, avec pour conséquence des déplacés massifs et 80% des populations qui demeurent toujours dans la pauvreté. À l'instar de Venezuela, José Kalala a fait un lien avec la guerre d'agression rwandaise dans l'est de la RDC. Il a saisi également l'opportunité pour saluer la diplomatie agissante du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui ne ménage aucun effort pour le retour d'une paix durable dans l'est de la RDC. De son côté, Jorge Rodriguez, président de l'Assemblée nationale du Venezuela, a remercié son hôte pour la participation de la RDC à ce grand rendez-vous qui a reçu plus de 700 participants, un forum qui a permis de sensibiliser le monde, de lutter contre l'impérialisme. Et pour sceller cette amitié, une statue, symbole de courage, de lutte et de liberté, a été remise au premier vice-président du Sénat. Juste après, José Kalalawa Kalala a été reçu par le président vénézuélien Nicolas Maduros Moros, qui a félicité la RDC pour sa participation à ce forum international de haut niveau et son rôle qu'elle devra désormais jouer dans le renforcement du dialogue parlementaire mondial pour soutenir les causes justes et promouvoir les valeurs de liberté et de démocratie. Et puis la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, a rendu hommage aux victimes de bombardement de Mugunga. La chef de la diplomatie congolaise a par la suite participé au lancement avec la partie rwandaise du mécanisme ad hoc de vérification renforcée. Edith Chala nous en dit un peu plus dans ce reportage. Le mécanisme de vérification ad hoc renforcé, MVAR, a été lancé mardi à Goma en présence des ministres des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, du Rwanda et de l'Angola, modérateur du processus de Luanda. Cet événement, qui s'est déroulé à la grande barrière de Goma, frontière entre Kinshasa et Kigali, est une concrétisation d'une décision prise au cours des dernières réunions ministérielles de Luanda. Il avait été décidé l'élargissement du mécanisme en le renforçant en vue de vérifier de manière efficace et efficiente les allégations réciproques d'agression et de veiller à l'application stricte du cessez-le-feu tout en supervisant la mise en œuvre du plan harmonisé de neutralisation des FDLR et le désengagement des forces rwandaises. 18 officiers angolais, 3 officiers congolais et 3 officiers rwandais composant ce mécanisme tripartite ont été présentés officiellement aux personnalités présentes à la cérémonie. Notre réunion d'aujourd'hui n'avait qu'un seul objectif, mettre en œuvre une décision que nous avons prise de renforcer le mécanisme de vérification ad hoc que vous connaissez déjà, qui était déjà là en fonction. Thérèse Kayikwamba Wagner a précisé que cette initiative est un pas important dans ce processus de paix et de protection des populations civiles et une manière efficace de mettre chaque acteur face à responsabilité. Avant de se rendre au lancement du MVAR, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et coopération internationale et francophonie, Thérèse Kayikwamba Wagner, a tenu à rendre hommage aux victimes des crimes de l'agression rwandaise tombés lors du dernier bombardement de Mugunga, parmi lesquels l'on a dénombré de jeunes enfants. Elle s'est donc rendue au cimetière Génocos de Kibati, situé à 15 km des positions du M23,
où elle a reçu un briefing du coordonnateur Grand Est du FONAREV, Hugo Boudaro. La RDC a des atouts à faire valoir dans le domaine de l'éducation. La gratuité était au cœur des échanges entre parlementaires de la CIRGL à Kampala, capitale ougandaise. Images et commentaires. Les domaines de l'éducation au cœur des discussions à la réunion des États membres de la CIRGL en Ouganda. Indistinctement, chaque système éducatif était sur la table de réflexion pour la recherche de points de convergence pouvant servir à des éléments d'intégration régionale, et la délégation de la RDC à ces assises a été conduite par le député national Boniface Kabanda Matanda, élu de Luisa dans le Kasaï central. Une minute de silence a été observée sur demande du député national Boniface Kabanda en mémoire des victimes de l'agression rwandaise avant la présentation du programme phare du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi qui porte sur la gratuité de l'enseignement avec comme effet d'entraînement l'augmentation du taux de scolarité en RDC. C'est ce qui est très important. Qu'est-ce que nous devons avoir comme programme d'enseignement? Chers experts, nous nous relions sur deux choses. Je suis juriste, j'ai un doctorat en droit, mais je suis aussi enseignant d'université. Mais pourquoi nous formons? Pour avoir, dans un pays 100%, mais pour avoir 80% de chômeurs après les études. Alors pourquoi avoir retenu les enfants pendant 18 ans, les former pour devenir chômeurs? C'est ça la question importante. On aurait dû reprendre quel est le programme que nous devons enseigner pour atteindre quel objectif. C'est ça la primauté. Ceci a permis à l'élu de Luisa de formuler une demande sur la réorganisation de l'enseignement, l'examen de certaines difficultés ainsi que la promotion de la science et de la technologie pour le développement durable au sein de la CIRGL. On retient également que le ministre de l'Urbanisme et Habitat séjournant en Égypte. Un partenariat a été scellé avec ce pays frère dans le domaine de l'urbanisme. Nanoumba pour les détails. En marge du premier forum mondial en Égypte sur la terre et l'urbanisme, le ministre de l'Urbanisme et Habitat, Crispin Badou Panzou, en parle. Aujourd'hui, nous sommes à plus ou moins 18 millions, 20 millions d'habitants. Donc nous connaissons des problèmes urbains énormes, des défis, mais des défis qui peuvent aussi se transformer aujourd'hui en opportunités. Et c'est ces opportunités-là que nous sommes venus voir ici. On voit ce qui s'est fait en Égypte et Kinshasa a aussi le même projet, la République démocratique du Congo a le même projet pour l'extension de sa capitale en dehors de la grande ville de Kinshasa. Alors c'est ces modèles ici, égyptiens, que nous voulons aussi, nous, pas copier, mais essayer d'adapter chez nous, parce que c'est un modèle finalement qui arrive. Donc nous disons merci, parce que l'Égypte et la RDC entretiennent d'excellentes relations bilatérales, et je crois que c'est ce genre d'opportunités qui peuvent nous aider aussi, parce que nos deux chefs d'État entretiennent aussi des très 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 bonnes relations. Donc nous allons approfondir notre collaboration pour voir comment on peut travailler ensemble. Et puis la RSP et la FEC, la Fédération des entreprises du Congo, se mettent d'accord sur un certain nombre de dossiers. La sous-traitance, sujet parfois de désaccord entre les deux parties, et ces divergences ont été aplanies. Lucie Lavichisenda. La sous-traitance est un pilier essentiel de notre économie, touchant des secteurs stratégiques comme l'industrie, les mines, les télécommunications, la construction, l'agriculture et bien d'autres. Avec la signature des guides sectoriels, la Fédération des entreprises du Congo, représentée par son président Robert Malumba, et l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé RSP, représentée par son directeur général Miguel Cachal Katemp, vont poser des actes avec précision dans différents domaines. Ces documents déterminent le champ d'application de la nouvelle loi sur la sous-traitance en RDC. Alors aujourd'hui, c'est les derniers jours avec le travail qui a été fait par nos experts pour qu'on signe de manière officielle pour lancer le message aux opérateurs économiques et aussi la structure étatique qui est l'ARSP
que maintenant nous parlons le même langage. L'élaboration de ces guides est le résultat d'un travail conjoint des experts de la FEC et de l'ARSP. Aujourd'hui, nous sommes éclairés et tout le monde est éclairé au travers de ces guides sectoriels et nous avons défini les champs d'application de chaque secteur en République démocratique du Congo et nous pensons que tout c'est dans l'intérêt du bon climat des affaires parce que qui dit climat des affaires, c'est que les opérateurs économiques doivent très bien comprendre la loi en question et les champs d'application de cette loi. C'était en présence du directeur des cabinets du ministre de l'Industrie, Clément Mouchingizi. Question de démontrer l'implication du ministre dans l'application de cette loi sur la sous-traitance. Et puis ces images qui viennent de nous tomber du ministre de l'ETPS, Emploi, Travail et Prévoyance Sociale, qui vient de visiter des usines plastiques à Kwaka, donc à Kinshasa. Images et commentaires. Alerté sur le déclenchement ce mercredi 6 novembre 2024 d'un mouvement de grève des travailleurs du secteur des commerces, le ministre de l'Emploi et du Travail, Ephraim Akwakwanametou, a immédiatement quitté momentanément son bureau climatisé pour effectuer le même jour une descente surprise vers le marché central, précisément au croisement des avenues du commerce et de Marais, où il a trouvé les travailleurs du secteur de commerce réunis en assemblée générale. Ces employés grévistes ont saisi cette opportunité pour présenter au patron de l'emploi plusieurs plaintes relatives aux mauvaises conditions du travail en violation du code du travail par leurs employeurs, pour la plupart des expatriés chinois et autres indo-pakistanais. Il s'agit entre autres de la modicité des salaires, la non-indexation des salaires au taux du jour, le non-respect des heures du travail et l'absence de clarification des emplois dans leur secteur, ainsi que l'absence des contrats au profit des services privés de placement communément appelés la sous-traitance qui les gère. Réagissant à toutes ces doléances des travailleurs, le ministre Akwakwanametou, qui tient à la protection de la main-d'œuvre nationale, a annoncé 3 grandes décisions. Je suis venu ici conformément à la volonté du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut que les Congolais travaillent et qu'ils soient bien payés. En ma qualité de ministre d'Emploi et Travail, j'ai suspendu toutes les activités de services privés, de placement œuvrant dans les secteurs des commerces sur toute l'étendue du pays. La législation du travail veut que chaque employé qui travaille dans une entreprise signe un contrat de travail. Voilà le ministre qui était par la suite avec des délégués de l'ONEM, l'Office national de l'emploi. Reportage. L'évaluation de la situation générale de l'Office national de l'emploi, ONEM, face aux attentes du gouvernement Judith Suminwa, relative notamment à l'accompagnement de cet établissement public dans la production des statistiques annuelles fiables, la promotion et la création des emplois, premier des 6 engagements du chef de l'État durant son second quinquennat, et le problème lié au dysfonctionnement du conseil d'administration. Toutes ces questions ont été évoquées au cours d'une longue séance de travail que le ministre des tutelles, Ephraim Akwakwanametou, a eu ce mardi 5 novembre 2024 dans son cabinet avec une délégation de cet office. Ça valait la peine parce qu'il a décrispé d'abord les climats et le ministre, dans la conduite de la réunion, il a mené la réunion à haut niveau et que la compréhension et même la façon dont il a conduit les débats nous a amené à rassembler tout le monde dans une certaine cohésion. Nous sommes satisfaits des résolutions et recommandations que le ministre a faites à chacune des parties. Pour sa part, le comité de gestion, piloté par le directeur général Fano Beyangombe, s'est dit très déterminé à répondre positivement aux attentes du gouvernement de la République, en dépit de quelques défis à relever. L'emploi, c'est le premier axe du chef de l'État, du gouvernement. L'emploi, c'est la volonté du président Tshisekedi de restaurer la justice sociale. Donc voilà, l'emploi veut dire que l'emploi réservé aux Congolais soit effectivement exercé par les Congolais. Et bien, toutes ces questions ne peuvent pas se réaliser sans la participation unanime de l'ONEM.
Le vice-ministre des hydrocarbures, Wivin Moleka, a rencontré le comité professionnel des importateurs de produits pétroliers. Des assurances sur la disponibilité des stocks ont été données. Il n'y a donc pas de raison de s'alarmer. Commentaire, Edith Chala. Dans un climat de baisse de prix de l'essence à la pompe, avec comme suite logique la hausse de la demande, la vice-ministre des hydrocarbures, Wivin Moleka, voulait se rendre compte du déroulement de la réunion traditionnelle du comité professionnel des importateurs, ensuite échanger avec lui sur les problèmes qui se posent dans les sociétés commerciales, les entreprises de logistique pétrolière et les fournisseurs des hydrocarbures. Les réponses immédiates et efficaces ont été apportées à certaines questions, mais aussi la promesse de porter les préoccupations au plus haut niveau pour des solutions appropriées. À la grande satisfaction de la vice-ministre et pour le grand soulagement de la population congolaise, il se dégage que des stocks sont suffisamment importants pour couvrir les besoins en carburant dans la zone ouest, et ce pour une période relativement longue. Ces stocks déjà se trouvent dans le pays présentement, en attendant les navires qui vont arriver incessamment. Donc avec l'arrivée de ces autres navires, on pourra garantir et pérenniser l'approvisionnement de produits pétroliers dans la zone ouest, tel que ça s'est fait habituellement. Le gouvernement congolais est en charge de la subvention, se préoccupe et suit cette question délicate pour pouvoir pérenniser et garantir, comme je venais de le dire tout à l'heure, l'approvisionnement de produits pétroliers. La rencontre de ce jour a permis à Wivin Moleka Nsolo d'évaluer, chiffres à l'appui, avec le comité professionnel des importateurs, les quantités réelles de produits disponibles en stock et en cours de livraison prochaine. À la Commission électorale nationale indépendante, le deuxième vice-président participe au programme électoral américain initié par la Fondation internationale pour les systèmes électoraux. Aux côtés de sa délégation, Didi Manara prend part à une mission d'observation organisée par les autorités américaines. Reportage de Jean-Pierre Ndolo-Demazi. Après la visite de plusieurs bureaux de vote dans le cadre de cette mission, Dr Manara a partagé ses impressions. Ici, le système électoral est fortement décentralisé. D'abord, la décentralisation concerne l'administration électorale, où chaque État est responsable des équipes qui gèrent les élections, mais également au niveau des scrutins. Le mode de scrutin n'est pas le même dans tous les États. Chaque État a ses propres règles pour gérer ces élections. Il a également noté l'atmosphère calme observée sur les lieux de vote. Nous avons remarqué qu'avec le registre de la population, les électeurs peuvent s'enregistrer même le jour du vote. Nous avons également remarqué qu'il n'y a pas d'engouement. Tout est serein, tout est calme, tout est apaisé. Le deuxième vice-président a aussi observé certaines similitudes avec le processus électoral en RDC. En matière de leçons apprises, Dr Manara a souligné l'importance d'un registre national de la population. Le pays doit faire des efforts pour avoir le registre de la population, mais sinon pour le reste, tout ce que nous faisons en RDC, c'est un très bon processus électoral. Et nous pensons qu'il y a eu un lieu vraiment que nous puissions améliorer notre tir. Au cours de ce programme, Dr Manara a participé à diverses sessions de formation portant notamment sur le système électoral américain, les enjeux de l'intégrité de l'information, le rôle de l'intelligence artificielle dans la liberté d'expression, la confiance dans les élections, l'usage de la technologie électorale, machine à voter, ainsi que les mécanismes de vote à l'étranger par correspondance et l'engagement des citoyens, particulièrement des jeunes en politique. Ce journal est terminé, mais avant de nous quitter, je vous annonce quand même que le 7e congrès du registre congolais de traumatologie a vécu au cours de ces assises. Il était question de partager les expériences pour assurer une bonne prise en charge des personnes traumatisées. Rodé Panda reviendra sur ce reportage demain. Donc, un communiqué de presse, nous venons tout droit de la FDC. L'Alliance des forces démocratiques du Congo FDC, un des partis phares de l'Union sacrée de la nation, informe l'opinion nationale et internationale qu'elle
Elle a totalisé 14 ans d'existence le dimanche 3 novembre 2024. Compte tenu de la situation particulière que traverse le pays, le parti cher à l'honorable professeur Modeste Bahati Lukwebo a décidé de célébrer cet anniversaire dans la méditation. Pour rappel, le parti AFDC a été créé et enregistré par arrêté ministériel numéro 151/2010 du 3 novembre 2010 à l'initiative du professeur Modeste Bahati Lukwebo avec une centaine de ses compatriotes. Grâce à son organisation et au dynamisme de ses dirigeants, l'AFDC a été à la grande révélation lors des élections de 2011 au terme desquelles elle a obtenu 25 sièges à l'Assemblée nationale. En mars 2018, le parti s'est mué en regroupement politique AFDCA. Lors des élections de décembre 2018, l'AFDCA a encore crevé l'écran en obtenant 41 députés nationaux, 7 sénateurs et 70 députés provinciaux. À ce jour, le regroupement politique cher à l'honorable Bahati Lukwebo est la deuxième force politique du pays avec 40 députés nationaux, 77 députés provinciaux et 94 conseillers communaux. L'AFDCA est une des rares formations politiques à être réellement implantée dans tous les territoires de la RDC à l'étranger. C'est ce que dit le communiqué. La FDCA qui place l'homme au centre de son action prône la démocratie participative, le droit de l'homme, la justice sociale, le développement durable et l'économie sociale du marché. Et c'est signé Moulumba Mukenenge Jimmy, secrétaire national en charge de la communication et cofondateur. Merci d'avoir suivi ce journal. À 23h, vous retrouverez Bobo Anan Mokonz. Restez branchés sur la RTNC, la télévision et la radio au milieu du village. Bonsoir chez vous.